Oui. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer rapidement de vous présenter les quelques idées fondatrices de la validation et de la certification de systèmes cyberphysiques, en des mots assez simples parce que j'ai que 35-40 minutes. Et n'hésitez pas surtout à me recontacter si vous avez plus de questions à l'issue par mail ou via la Fondation, bien évidemment. Alors déjà, je dois vous dire un petit mot sur ce que sont ces systèmes cyberphysiques. C'est un terme un petit peu barbare qui recouvre un nombre de systèmes extrêmement importants, qui recouvre tous ces systèmes qui sont des systèmes numériques avec des unités de calcul qui interagissent avec le monde réel. Alors, parmi ces systèmes, on retrouve plein de choses dans la vie quotidienne ou dans la vie quotidienne promise, en tout cas. L'industrie 4.0, bien sûr, les systèmes de distribution d'électricité, smart grid, les nouveaux systèmes intelligents, donc. Et puis, les aides, par exemple, à la conduite dans les véhicules et peut-être le véhicule autonome qu'on nous promet aussi pour demain. Alors, évidemment, à l'École Polytechnique, on a, grâce à la levée de fonds, pu ouvrir une salle d'expérimentation. C'est essentiellement des drones roulants et aériens, et c'est essentiellement l'autonomie et la preuve du bon comportement de ces systèmes autonomes qui nous intéressent. Mais bien sûr, ces systèmes cyberphysiques, et ce que je vais vous exposer ce soir, s'applique à beaucoup plus de systèmes. Alors, le domaine est très intéressant parce que c'est un domaine évidemment très multidisciplinaire, essentiellement maths-info, mais aussi physique, qui donc mêle des mathématiques, des systèmes dynamiques, des systèmes dynamiques continus, par exemple, pour modéliser le monde physique, et puis des systèmes discrets, des programmes. Les programmes sont des systèmes discrets, les programmes de contrôle. Également des systèmes distribués, des réseaux de communication et plus récemment de l'intelligence artificielle, puisque tous ces systèmes qui interagissent avec le monde réel interagissent à travers des capteurs et des actuateurs et donc produisent beaucoup de données. Donc il y a une flot de données extrêmement importante et on va voir que ça a beaucoup joué sur la façon dont on développe maintenant ces systèmes. Alors la caractéristique par rapport à des systèmes d'intelligence artificielle plus médiatiques, disons, c'est que ce sont des systèmes souvent critiques. C'est-à-dire que leur interaction avec le monde réel peut avoir des effets dommageables aux personnes ou financièrement à l'activité de l'entreprise. Donc, on veut absolument, pour l'acceptabilité sociale, mais aussi pour la survie des entreprises qui exploitent ces systèmes, on veut absolument les prouver, avoir une confiance raisonnable, voire prouvable de leur bon fonctionnement. Et c'est ça la recherche que je vais vous exposer aujourd'hui, en tout cas une petite partie, un petit fondement de certaines de ces recherches pour la validation de ces systèmes. Alors, ces systèmes, on veut donc un haut niveau de confiance, bien sûr, et ces systèmes opèrent dans des contextes très, très variés. Pensez aux voitures autonomes, la météo, la friction, la visibilité, la masse même du véhicule sont relativement inconnus, en tout cas dans des bornes, des paramètres relativement variables. Donc, tout ça, ce sont des incertitudes et on veut prouver le bon comportement des systèmes, quelles que soient ces incertitudes. Bien sûr, tous les systèmes, toutes les caractéristiques des systèmes dont je vous ai parlé, le fait qu'il y a éventuellement des bouts faits par apprentissage, d'autres qui sont distribués, les voitures communiquent entre elles pour faire des meutes de véhicules, par exemple. Tout ça sont des difficultés typiquement informatiques dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Je vais me concentrer sur les aspects plutôt physiques et contrôle. Alors, à l'origine, les équipes qui sont occupées de ces systèmes ont beaucoup travaillé sur les systèmes embarqués. Personnellement, moi, j'ai travaillé depuis, j'ose à peine le dire, au moins 25-30 ans peut-être sur les systèmes embarqués. Par exemple, fin des années 90, début des années 2000, plus de 20 ans, j'ai beaucoup travaillé pour le nucléaire, donc le système de protection intégrée numérique, par exemple, des réacteurs de dernière génération, les systèmes donc, qui doivent faire l'arrêt d'urgence en cas de problème, ou par exemple, là, la photo est mal choisie pour la 380, très bel avion. Et donc pour le contrôle, le calculateur primaire de vol, qui est le calculateur transcrit les ordres du pilote au plan de vol, mais qui ne les transmet pas de façon idiote, hein, qui va vérifier qui va faire activer les lois de contrôle qui permettent d'y arriver en sécurité, avec le confort, etc., qui convient, pour assurer toujours le fait que l'avion va toujours voler de façon sûre. Alors ça, c'est le système embarqué. Puis évidemment, il y a les systèmes distribués qui apparaissent très vite, même dans le monde de l'avionique. C'est tout ce qui concerne l'évitement de collisions et les systèmes de gestion de trafic aérien. Donc très vite, les gens qui ont été comme moi dans les systèmes embarqués, critiques, sont embarqués dans des systèmes beaucoup plus complexes de flotte de véhicules. Donc, ce qu'on veut, c'est prouver que ces systèmes maintiennent
le fait que les avions sont toujours dans une configuration physique de vol et il n'y a pas de collision entre elles. Donc, vous verrez, j'ai mis quelques références dans certains de mes transparents si vous êtes intéressé par certaines de ces applications. Alors, à force de vieillir, je m'intéresse de plus en plus à des systèmes, ce que je risque de devenir dans quelques années. Donc, le bon fonctionnement de tous ces systèmes dans lesquels il y a des logiciels qui sont évidemment très critiques. Un pacemaker, c'est du logiciel qui agit sur vous-même dans un environnement très variable. Vos paramètres personnels sont différents de celui de votre voisin. Donc, on a intérêt à ce que ça fonctionne bien dans des conditions très, très variées. Et là, évidemment, il y a beaucoup plus de difficultés parce que l'avionique est, par exemple, très en avance sur les méthodes formelles, sur la preuve. Les autorités de certification sont là. Dans certains domaines comme le médical, évidemment, il y a un peu plus de travail à l'heure actuelle puisque c'est un domaine où le logiciel était peu présent et l'environnement critique était moins assumé sans doute que dans l'avionique. Alors, je vais vous parler aussi pas mal d'automobile. C'est un sujet très actuel, le véhicule autonome, comme je vous l'ai dit. Et ça me permet de vous dire un mot du pourquoi de l'IA. Dans les domaines précédents, l'IA apparaît assez peu, finalement, dans l'avionique et dans le médical. Dans l'automobile, pour des raisons essentiellement de perception, dans les scènes vidéo et dans les scènes d'image, pour reconnaître, classifier les piétons, les véhicules, etc., vous avez naturellement l'utilisation de classificateurs par réseau de neurones. Traditionnellement, vous avez peut-être cette petite portion de classification d'images par réseau de neurones et puis des algorithmes classiques comme dans l'avionique, disons, de contrôle bas niveau, qu'on sait gérer, comme je vais vous le dire dans la première partie de cet exposé, de planification de trajectoire. Mais de plus en plus, on voit disparaître au profit de l'IA tous ces blocs et éventuellement arriver à des solutions appelées end-to-end, des solutions dans lesquelles vous avez un réseau unique qui prend directement l'image et vous donne directement les ordres de conduite. Et sans segmentation vraiment des sous-algorithmes comme avant. Et là, évidemment, c'est un problème très compliqué avec un très gros réseau de neurones, vraiment boîte noire. Et c'est vraiment le challenge actuel. Malgré tout, moi, je vais vous montrer comment on peut déjà prouver des choses quand on remplace les contrôleurs classiques par des réseaux de neurones, typiquement. Et j'irai peut-être même jusqu'au problème lié à la perception. Alors, si ça veut bien bouger, voilà. Donc, les véhicules autonomes, c'est vraiment un challenge, comme je le disais. Si vous regardez un manuel de Tesla, c'est un modèle X ici, vous verrez que le cruise control automatique, bon, c'est un peu comme les médicaments, si vous lisez la posologie, eh bien, ça peut ne pas détecter d'obstacles dans certaines conditions. On vous dit si vous roulez peut-être un peu vite, par exemple. Et puis, ça peut aussi, si vous voyez à la fin, ça peut aussi s'arrêter même s'il n'y a pas de véhicule ni d'obstacle. Voilà. Donc, en gros, on vous dit que ça peut ne pas marcher du tout. En fait, en général, ça marche très bien. Mais parfois, ça marche très mal et on ne sait pas forcément pourquoi. Et c'est dû au fait que l'apprentissage donne des nouveaux défis à ces méthodes formelles, à ces méthodes de validation que je vais vous expliquer dans un cadre plus simple pour démarrer. Alors, je ne sais pas si les films vont voilà, vous allez voir. Donc là, c'est l'autopilote Tesla et vous voyez très bien, et tout d'un coup, il se met quasiment dans le décor. Bon, l'automobiliste arrive à récupérer la situation, mais évidemment, on va dans le fossé. Et ça, c'est vraiment inattendu parce que vous voyez, la condition de conduite, il n'y avait pas de brouillard, c'est pas la nuit, il ne pleuvait pas. Enfin, les contrastes étaient bons. Bon, donc, c'est très difficilement compréhensible et vous verrez que c'est lié souvent à des problèmes de robustesse qu'un être humain n'en pâtirait pas, mais les réseaux peuvent en pâtir. Là, je vais vous montrer ça rapidement. Là, c'est un vrai accident filmé d'intérieur en Chine. Là, les conditions sont plutôt brouillardeuses. Un obstacle sur la route, pas visible de très loin. Un être humain aurait quand même au moins freiné ou essayé de changer de fil. Et là, l'autopilote voit vraiment rien. Là, c'est encore un problème de robustesse a priori. L'enquête n'est pas finalisée. Donc, vous voyez, tous ces systèmes, évidemment, il faut essayer de prouver un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire prouver ? Vous pouvez le voir dans ces exemples. On va vouloir essayer de faire en sorte qu'on puisse borner, on puisse trouver les régions dans lesquelles évoluent les variables du système. Si vous pensez à la voiture comme un système dynamique, les positions, la vitesse, etc., le système dynamique, vous allez essayer de savoir au cours du temps quelle est l'enveloppe, l'ensemble des positions atteignables selon les incertitudes que vous avez, l'état de la route, du contrôle que vous pouvez effectuer, des conditions initiales, d'où vous partez. Et donc, vous allez essayer de trouver l'atteignabilité, ça s'appelle l'atteignabilité des états, caractérisés suivant les hypothèses que vous avez sur votre véhicule, sur le système de contrôle, etc. Vous allez essayer de manipuler des ensembles d'états et vous allez essayer de manipuler ces ensembles d'états sous contrainte
d'avoir des incertitudes non connues dans d'autres ensembles, éventuellement probabilisés, peut-être pas probabilisés. Si vous avez la chance d'avoir des distributions de probabilité, tant mieux. Si vous avez juste des intervalles ou des magnitudes, tant pis, mais vous arriverez à faire quelque chose. Et vous allez essayer essentiellement de prouver des propriétés de style Ricci-Avoid. Vous allez vouloir aller d'un point A à un point B en évitant un certain nombre d'obstacles, quelles que soient les incertitudes. Alors ça, souvent, ça peut se traiter, c'est la chose la plus simple que je peux vous expliquer aujourd'hui. Je vais me contenter de ces propriétés à temps fini Ricci-Avoid. En général, en contrôle, on regarde des choses bien plus compliquées. À partir des propriétés à temps infini, on s'intéresse à la stabilité du système. C'est-à-dire qu'on veut essayer de faire en sorte que, quel que soit le temps d'exécution, votre système avionique va toujours rester autour de l'état attendu. La contrôlabilité, les noyaux de viabilité en particulier, sont aussi des choses beaucoup plus compliquées à temps fini, dont je ne parlerai pas ici, qui nécessitent des méthodes plus complexes que celles dont je vais vous parler. Alors, pour vous donner une idée de ce que sont ces propriétés ensemblistes, ces caractérisations d'ensemble d'états d'attaquabilité, d'états de position, de vitesse, etc. de votre système, l'idée de base, ce serait de dire, vous allez simuler numériquement, vous avez des modèles peut-être, des équations différentielles avec retard ou pas, éventuellement des équations dérivées partielles parfois, qui vous modélisent la physique, des équations discrètes, de récurrence discrète qui vous modélisent votre contrôle. Et puis, vous pouvez éventuellement essayer de simuler numériquement en calcul scientifique, point par point, pour chaque donnée initiale, chaque type d'incertitude, ce qui peut se passer. Bon. De fait, ce n'est pas praticable. Déjà, vous n'avez aucune notion de preuve atteignable avec ça. Vous ne pouvez que trouver des problèmes et pas vous assurer que votre système est bon dans tous les cas. Et puis ensuite, l'espace des paramètres et des incertitudes est tellement important, et des conditions initiales, que vous allez échantillonner qu'un très faible portion de l'espace d'état. Donc, ça ne va pas être très, très utile. Donc, ce que vous allez chercher ici à faire, c'est à simuler numériquement, finalement, mais avec des ensembles éventuellement assez larges, de dimensions assez importantes, que vous allez propager dans le système. Ce que j'appelle set-based simulation, qui est la façon la plus simple de gérer ces problèmes d'attaquabilité en temps fini. Et on va voir que ce qui va compter, c'est la première idée qui commence à fonctionner bien, après vous pouvez raffiner encore plus bien sûr, c'est des théorèmes d'approximation fonctionnelle que vous allez utiliser pour approximer donc ces solutions, ces trajectoires de systèmes dynamiques sur des ensembles. Et je vais juste vous décrire des choses basées sur des modèles de Taylor, des expansions de Taylor, dont certains se souviendront peut-être de leurs études de scientifiques il y a quelques temps. Alors, évidemment, on ne peut pas calculer déjà une simulation numérique, c'est très difficile, hein, vous avez des problèmes de précision numérique et autres, même sur un seul point de départ. Quand vous avez des ensembles d'états, c'est très, très difficile parce que vous ne pouvez jamais connaître exactement la transformée d'un ensemble après un certain temps par un système dynamique. Tout ce que vous pouvez espérer faire, c'est trouver des surapproximations, donc des surensembles qui contiennent vos états, et on va voir même des sous-approximations. C'est beaucoup plus difficile en fait que des surapproximations, mais on peut faire ça aussi. Donc les surapproximations, ici, vous imaginez, c'est par exemple un canon qui tire, voilà, avec des angles variés, des incertitudes de vent, des choses comme ça. Vous pouvez peut-être trouver une enveloppe des trajectoires du boulet, voilà, comme ça, au cours du temps fini. Et cette surapproximation, elle est garantie de contenir tous les états atteignables en vrai, grâce à toutes les incertitudes que vous avez codées dans votre modèle. Donc, ça vous permet de prouver la sûreté de vos états, puisque si vous ne voulez surtout pas atteindre cette zone rouge, il suffit de regarder si l'intersection de cette zone rouge et de la surapproximation des trajectoires est vide. Dans ce cas-là, vous êtes sûr de ne pas abîmer ou de ne pas rentrer dans cet obstacle rouge avec une surapproximation. Par contre, si vous avez l'intersection entre l'obstacle rouge et votre surapproximation, vous ne pouvez rien en conclure. Vous pouvez éventuellement, votre surapproximation elle est peut-être bien trop large et les trajectoires en fait ne tombent jamais dans le rouge. Il se peut que ce soit tout à fait une fausse alarme, ce qu'on appelle une fausse alarme. Donc, vous ne pourrez pas conclure sur la preuve de votre système. Vous direz peut-être y aura-t-il un problème, mais vous n'en savez rien. C'est pour ça qu'on a essayé depuis de nombreuses années, depuis une quinzaine d'années, on a maintenant des très bons résultats, d'utiliser ces approximations fonctionnelles pour aussi déterminer des sous-approximations, des sous-ensembles, enfin des ensembles d'états qui sont garantis d'être atteignables avec certaines incertitudes et avec certaines conditions initiales variées. Et comme ça, là, on peut effectivement prouver qu'il y aura un problème et éventuellement retracer un cas test pour lequel il y aura un problème, essayer de faire de l'analyse post-mortem, en tout cas en simulation, ce qui est mieux qu'en vrai, savoir ce qui peut mal se passer.
Évidemment, ça peut vous permettre aussi d'avoir cette sur- et sous-approximation, d'être capable de prouver que vous arriverez toujours à accéder à un certain nombre d'états. Pensez à la planification de trajectoire, par exemple. Vous voulez toujours pouvoir contrôler votre système afin d'atteindre tous les états verts. Si votre sous-approximation contient tous les états verts, vous savez que vous êtes contrôlable, vous pouvez arriver aux états verts. Et si votre sous-approximation contient un état rouge, un état que vous ne devez pas atteindre, vous êtes sûr que vous avez potentiellement un problème avec certains paramètres. Donc voilà, c'est l'idée de base. Évidemment, quand vous rajoutez des incertitudes, il faut comprendre si les incertitudes sont adversariales, c'est-à-dire si elles vont tout faire pour vous empêcher d'atteindre votre but, si elles sont probabilistes, si elles sont… Voilà, il y a un certain nombre de modèles. Et là, je vous montre ce qui se passe quand vous avez certaines incertitudes adversariales. Évidemment, les trajectoires prouvées atteignables par sous-approximation en bleu foncé vont être plus petites que celles en bleu clair qui étaient la sous-approximation avec incertitude sympathique, disons, ou sans incertitude. Parce qu'évidemment, l'adversaire va essayer de changer les paramètres de votre système pour vous empêcher d'atteindre les états qui vous intéressent. Et ça, on sait gérer ça. Je vais vous donner des idées de base. Je ne vais bien sûr pas vous donner la méthode complète, ça serait bien trop long. Et voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on s'est prouvé avec le type de méthode ensembliste dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le type de méthode ensembliste dont je vais vous parler aujourd'hui, vous pouvez retracer un peu, au moins pour l'analyse de programme, l'analyse des systèmes discrets de contrôle. Vous pouvez retracer ça aux travaux sur l'interprétation abstraite de Patrick Clouzot, entre autres, qui était le fondateur du laboratoire auquel j'appartiens, le LIX, donc à l'école polytechnique, dans les débuts des années 80. En tout cas, la méthode date de la fin des années 70 essentiellement. L'idée, c'est qu'au lieu, dans un espace d'état, pensez aux positions, aux vitesses de votre véhicule, par exemple, au lieu de tester sur un certain nombre de points les trajectoires ou ce que produit le programme de contrôle, vous allez propager des ensembles. Et il y a toute cette théorie de l'interprétation abstraite qui vous dit quand est-ce que vous avez des surapproximations garanties, comment les calculer, etc. Alors évidemment, vous pouvez essayer de propager les choses les plus simples qui sont les intervalles, donc des bornes simples sur les positions et les vitesses, indépendantes les unes des autres. Ça vous fait le produit d'intervalles, ça vous donne des carrés ou des cubes comme ça en dimension plus élevée. Évidemment, ça va être très peu précis. Ce qu'il vous faut, quand vous avez des points comme ça initiaux, si les points ne peuvent pas dépasser ce polyèdre, on a autant représenter ce polyèdre. C'est une approximation affine, plus exacte, plus précise qu'une approximation par intervalle. Vous allez décrire votre espace d'état par des inégalités affines, par des faces comme ça planes et par un polyèdre comme ça. Et vous allez essayer de propager ce polyèdre à travers votre système dynamique. Donc ça, vous allez obtenir des résultats plus précis. Et tous les travaux qui ont été effectués depuis, donc ça va faire 40-50 ans, ça a été d'essayer de faire en sorte que vous ayez des représentations d'ensemble les plus précis possibles, passer des intervalles au polyèdre par exemple, mais qui se calculent et qui se propagent dans le système dynamique le plus rapidement possible. Parce qu'évidemment, ça a un coût de simuler avec des ensembles, ça va être bien plus compliqué que de simuler déjà point à point, et vous savez bien que la simulation dans le monde du calcul numérique, déjà c'est compliqué, vous avez parfois besoin pour des gros systèmes physiques de supercalculateurs. Donc évidemment, on veut économiser le temps de calcul. Donc, typiquement, il y a certains polyèdres symétriques qui se calculent beaucoup plus rapidement, les onotopes, sur lesquels on a beaucoup travaillé. Parfois, pour avoir plus de précision, mais avec plus de temps de calcul, vous allez utiliser non pas des approximations linéaires comme ça, mais des approximations polynomiales, des choses où les faces sont plutôt données par des équations polynomiales. Voilà, donc il y a beaucoup de travaux là-dessus. Et sur l'analyse de programme, typiquement, ça a très bien marché. Les travaux qui ont été faits depuis la fin des années 90 jusqu'à, vous voyez, il y a une dizaine d'années, là, c'est un outil qu'on avait développé en particulier pour l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, et puis pour Airbus. Voilà, vous avez un programme de contrôle. Ici, c'est un simple petit filtre d'ordre 2. Vous avez une abstraction polyédrique sous-jacente qui vous prend en compte en plus les instituts numériques, de calcul numérique, etc. Et il est capable de vous prouver même des propriétés à temps infini. Il est capable de prouver que quelles que soient les entrées à ce filtre récursif, vos sorties sont bornées, ont certaines caractéristiques, et vous voyez la forme de vos variables, de votre espace d'état, même en temps infini. Tous les états sont inclus dans cette forme-là, qui est polyédrique, les faces sont des couleurs différentes. Et vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu les systèmes linéaires itératifs, que c'est une approximation d'une ellipsoïde, en fait, en 2D, qui est vraiment la variante typique de ce genre de système. Alors ça marche très bien. Et
ces méthodes polyédriques ont été utilisées ensuite sur les systèmes dynamiques continus, sur les systèmes physiques qui décrivent la physique, par exemple ici d'un hélicoptère Lynx Westland à dimension 28, donc c'est quand même un très gros modèle, mais qui est linéarisé. Et vous voyez ce que donne une méthode du style qui a été utilisée sur les programmes, comme je vous ai montré précédemment, par rapport à des simulations. Si vous avez un millier de simulations en noir, vous avez une unique méthode ensembliste qui vous donne une enveloppe qui est très crédible et qui est visiblement très précise. Évidemment, c'est bien plus rapide d'utiliser ces méthodes ensemblistes et c'est en plus garanti par rapport aux simulations. Donc, tout ça, ça a été calculé en 30 secondes sur un ordinateur comme celui-là, hein, qui n'a rien d'exceptionnel, c'est un petit Mac, pour un temps réel, disons, de 5 à 10 secondes. Vous voyez, c'est des méthodes pratiques. Alors, si je passe du monde linéaire au monde non linéaire, les progrès qui ont été faits, c'était d'utiliser évidemment des approximations fonctionnelles variées. La première, la plus simple à comprendre, c'est celle qui est basée sur les théorèmes de Taylor, d'approximation de solutions aux équations différentielles, typiquement, ou de fonctions suffisamment régulières. Taylor-Lagrange en particulier ici. Si vous avez une équation différentielle qui exprime la dynamique de votre système, dx sur dt, l'évolution temporelle de votre position de vos vitesses r, qui est une fonction de l'état x et du contrôle u, vous partez d'un ensemble de conditions initiales z0, vous avez un contrôle qui est donné par une classe de fonctions, vous voulez propager cet ensemble initial z0, trouver des surapproximations. Ce que vous pouvez utiliser, au lieu d'utiliser ces méthodes linéaires polyédriques précédentes ou intervalles, vous pouvez utiliser une expansion polynomiale de la solution qui vous est donnée par des théorèmes simples, l'expansion de Taylor. Ça va être donné par les dérivées de Lie successives, les dérivées successives en gros de la fonction f, le long du flot de l'équation différentielle. Et puis, vous allez avoir un reste de Lagrange. Donc, vous allez avoir une n plus unième, enfin une kème ici dérivée qui va rentrer en compte du champ de vecteurs à évaluer quelque part dans un intervalle. Et ce quelque part est une difficulté. Vous ne savez pas exactement. Donc, en fait, vous pouvez utiliser les méthodes ensemblistes très basiques, par exemple intervalle, pour estimer ce terme qui va être généralement petit. Et puis, les dérivés, vous pouvez les calculer symboliquement à partir de votre modèle physique. Et ces variables-là, qui sont généralement ponctuelles dans les méthodes d'intégration numérique dans le domaine du calcul scientifique, vont être en fait des abstractions d'ensemble, comme celles que je vous ai montrées précédemment, des polyèdres, des choses comme ça. Et donc, vous allez avoir un modèle mixte d'expansion de Taylor des solutions et de propagation d'ensemble, de coefficients qui vont être des ensembles. Et ceci est très efficace déjà. Hein, si je pourrais montrer des choses qui ont été dérivées de ces méthodes d'approximation fonctionnelle à partir de formules de Taylor, mais c'est déjà très efficace. Si vous prenez cette petite équation que je ne vois plus, mais qui est z point égale z, dont la solution est l'exponentielle célébrée en ces temps de pandémie, si vous partez d'une condition initiale qui est entre 0 et 1, je vais me limiter à un temps de 0,5 secondes, donc l'exponentielle augmente peu à partir de 1. À 0, évidemment, elle reste à 0. Vous voulez propager cet ensemble initial 0,1 le long de cette exponentielle jusqu'à un temps de 0,5. Et en fait, c'est très facile par une méthode d'expansion de Taylor. Très facile de comprendre quel est le truc. Donc, si je cache un peu les détails, comment trouver un intervalle assez grossier qui donne les bornes de la solution, les bornes de l'exponentielle entre le temps 0 et 0,5, les méthodes d'ensembliste que je n'ai pas trop décrites jusqu'à présent, on trouve assez facilement par itération qu'on reste dans un intervalle 0,2. Donc, on a déjà une estimation grossière des solutions qui sont en gris de la propagation de cet intervalle 0,1 comme étant ce gros pavé 0,2 fois 0,0 à 0,5. Et ensuite, si vous prenez une méthode à l'ordre 1, eh bien, vous voyez que, comme on fait z point égale z, l'expansion des solutions, c'est la condition initiale z0 plus la dérivée, c'est z fois t, donc c'est z0 fois t, plus la dérivée seconde, c'est encore z, mais il va falloir la trouver en un point inconnu entre le temps 0 et 0,5 fois t carré sur 2. Donc ça, c'est vraiment l'expression de Taylor-Lagrange. Et maintenant, comme vous avez calculé les dérivées successives, c'est toujours la même chose, c'est toujours z, c'est toujours l'état en fait. Vous savez que z0 est entre 0 et 1, vous remplacez ce coefficient par l'intervalle 0,1, vous remplacez la dérivée par 0,1, et vous remplacez la dérivée seconde, qui est égale à z, par son estimation grossière qui est entre 0 et 2. Vous avez 0,2 sur 2, ça fait 0,1. Donc une estimation grossière de la région en gris, c'est le polynôme à paramètre intervalle 0,1 plus 0,1t plus 0,1t carré pour t entre 0 et 0,5. Évidemment, le sup de ça, ce qui va décrire les deux courbes qui enserrent la surapproximation des solutions en gris,
ça va être 1 plus t carré, qui est cette courbe en verte, qui est à peine plus haute que la vraie solution, qui est cette courbe en noir, donc qui est le sup du gris. Et puis, la solution inférieure, c'est 0, qui est la solution exacte. Donc, la surapproximation, vous voyez, pour une méthode aussi simple, déjà, elle n'est pas trop mauvaise, même pour une exponentielle, bon, sur un temps court. Ça va être entre la ligne à 0 et la ligne en vert, donc très proche de la vraie solution en vert. Alors évidemment, je ne vais pas vous décrire les choses plus compliquées, en particulier la sous-approximation, qui est bien plus dure à trouver, mais par une méthode aussi style méthode de Taylor, en utilisant les équations variationnelles, donc les équations de la dynamique de certaines dérivées par rapport aux paramètres du système dynamique que vous considérez. Vous allez trouver à l'ordre 1, enfin 2 selon ce que vous voulez dire, 2 c'est le reste. Vous allez trouver ces fonctions englobantes, ces polynômes de degré 2 englobants, 0,75 t carré, 1 plus t plus 0,25 t carré en rouge, qui, vous voyez, délimitent une sous-approximation à l'intérieur des deux zones rouges, qui n'est pas très loin de la solution exacte en gris, enserrée par les deux courbes en noir ici. Vous voyez, vous avez un sandwich de solutions qui est assez proche avec une méthode relativement simple. J'ai vu tout à l'heure Lorenz parmi l'auditoire, et Lorenz a étudié en particulier ces méthodes avec nous pour des équations à retard. Donc, quand vous avez des communications, vous avez des retards dans les capteurs, dans ce que vous donnent les capteurs et les actuateurs, vous avez des phénomènes nouveaux, et ces méthodes de Taylor s'appliquent également. Donc, ces méthodes sont très efficaces. On a des prototypes là-dessus. Et typiquement, on les a utilisés pour des modèles très réalistes de la physique de petits quadrorotors qu'on utilise par la levée de fonds. Donc, on a cette salle équipée pour les élèves et pour la recherche en petits drones dans une salle en intérieur et puis un drone roulant. Vous voyez, là, c'est une modélisation non linéaire assez complète par les angles de l'air. Donc, là, c'est tangage roulis et altitude et vitesse angulaire, vitesse linéaire, ainsi qu'un contrôleur PID assez simple qui vous dit comment le quadricoptère va être amené par ce contrôleur à une altitude et à une attitude, c'est-à-dire à des lacets tangage roulis prescrits au cours du temps par une série de contrôles. Donc ça, c'est les équations complètes, c'est déjà une dimension relativement importante. Et ces méthodes sont très efficaces pour trouver, étant donné des incertitudes sur les paramètres, des incertitudes sur les conditions initiales, par exemple ici en altitude initiale, le PID va essayer, enfin le contrôleur va essayer de stabiliser en un certain temps à l'altitude 1, amener le quadricoptère à une altitude d'1 mètre. Et vous voyez que la sous-approximation en bleu est très proche de la surapproximation. Tout ça est calculé de façon très efficace. Vous pouvez prouver assez simplement que dans un temps fini, vous arrivez à votre consigne de contrôle de façon efficace. Donc là, vous avez aussi le lacet tangage roulis. Vous voyez que les vitesses angulaires convergent vers 0, donc tout va bien. Donc voilà, ça pour du contrôle classique, de système même de contrôle assez compliqué, d'avionique assez compliqué. On sait faire pas mal de choses en temps fini, voire en temps infini dans certains cas. Le truc, c'est que, comme je vous ai dit, l'IA rentre dans la scène, et l'IA a permis de revisiter pas mal de choses, en fait, et de nous reposer pas mal de questions. Alors, pour faire simple, j'ai en gros 10 minutes pour terminer. Pour faire simple, je vais me restreindre à un cas très, très basique. Un réseau de neurones qui va essentiellement remplacer soit la perception, donc une partie des capteurs, on va filtrer les capteurs et dire ce qu'il faut reconnaître dans les scènes, et donc le contrôleur va en tirer parti, soit éventuellement même le contrôleur bas niveau. Donc le PID que je vous ai montré, le contrôleur qui vous disait comment à partir de l'altitude, enfin, qui corrigeait ce que le capteur lui disait de l'altitude et des divers tangages roulis et lacets mesurés, et essayer de corriger progressivement pour arriver à l'altitude et au tangage roulis lacé espéré en envoyant des ordres au moteur pour corriger ces erreurs successives. Et bien, on va pouvoir remplacer ces PID par des réseaux de neurones les plus simples, les perceptrons, ceux qui existaient déjà avant l'hiver de l'IA, donc ceux qui étaient utilisés à l'époque, par exemple, pour la classification de caractères écrits, de chiffres, par exemple, écrits à la main. Premières applications de réseaux de neurones de ce style. Donc, de classificateurs utilisés dans le cadre de la classification, disons, d'images très simples. Donc, les classificateurs, typiquement, c'est ces réseaux de neurones avec plusieurs couches, non récurrents. Donc, les entrées, c'est les pixels à gauche, qui sont autant de neurones de la couche d'entrée. Vous avez des couches cachées de neurones, et tout le flot des données passe toujours de gauche à droite à travers les différentes couches jusqu'à la couche de sortie. Et les neurones qui sont en couche de sortie sont ceux qui décident de la classification. C'est-à-dire que le neurone qui a la valeur maximale
on lui attribue une certaine classe, par exemple la classe 0, 1 ou 2 ici, enfin la classe qui reconnaît le caractère 0, 1 ou 2. Donc, c'est la valeur maximale qui va vous donner la classe et reconnaître le caractère. Donc, c'est vraiment ce genre de réseau auquel je vais me limiter aujourd'hui. Et évidemment, c'est très compliqué de savoir ce qu'on peut faire comme preuve formelle sur des réseaux. Si je prends une minute pour ne plus penser en termes juste de contrôle, quand j'ai un réseau comme ça de classification de caractères, je n'ai pas de spécification formelle de ce que doit être un zéro, ou de ce que doit être une image de chat ou de piéton, ou de choses comme ça. Un être humain le reconnaît assez naturellement avec très peu d'exemples. Un neurone va avoir besoin de beaucoup d'exemples pour s'entraîner, et vous n'avez pas de spécification formelle. Donc, comment prouver ça de façon formelle? C'est vraiment un problème à part entière, et généralement, si on ne s'occupe que de la perception même, du réseau de neurones comme outil de perception, on ne sait à l'heure actuelle que prouver des propriétés de robustesse. C'est déjà pas mal, c'est-à-dire dire, vous avez un réseau qui a été entraîné sur un 0 et on est content, ça doit être un 0. On perturbe un peu le 0, les quelques pixels, on change leur valeur, là, tous les pixels de l'image, mais pas trop, et on veut que le réseau continue à classifier 0. C'est ça la robustesse, c'est au sens d'une certaine robustesse numérique. Bien sûr, si vous changez complètement les pixels, ça ne va plus classifier un 0. Un petit peu, ça va encore. Ça, c'est relié au problème de robustesse adversariale, donc bien connu pour les gens qui font des classificateurs de scènes vidéo, de scènes d'images. Vous voyez deux images de cochons. Il y a une petite variation, pas perceptible à l'œil nu, c'est un petit bruit là, qui était magnifié ici. Là, on a utilisé un réseau de neurones classique, hein, un gros, un vrai, quelques centaines de milliers de neurones, entraîné sur beaucoup d'images, très classique, très admis dans la littérature comme étant un bon réseau. Et en fait, il y a moyen de trouver ce bruit qui va complètement tromper le réseau. Ici à gauche, cette image, elle va être classifiée avec très forte confiance à 91% par ce réseau comme un cochon, comme on s'y attend. Et avec cette petite perturbation invisible dans l'œil nu, le réseau va penser que c'est un avion. Alors évidemment, on peut imaginer que ça ressemble un peu des ailes, mais franchement, un être humain ne se laisserait pas berner par ça du tout. Et même un enfant d'une maternelle parisien n'ayant jamais vu de cochon ne se laisserait pas berner. Donc il y a évidemment un gros enjeu dans la perception et dans la preuve de robustesse. Bon, je vais passer ça parce que je n'ai pas évidemment le temps de tout faire. La chance qu'on a dans le monde du contrôle des systèmes cyberphysiques, quand on oublie un peu juste la partie perception, en tout cas en isolation, c'est que c'est des systèmes avec rétroaction, c'est des systèmes bouclés qui agissent sur le monde extérieur. Et même si on n'a pas de spécification exacte de chaque composante, on sait qu'on veut un certain nombre de choses sur le système bouclé. On veut une stabilité, on veut pouvoir atteindre un état dans le système contrôlé. Et peut-être que la perception, elle va donner des choses bizarres de temps en temps, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, mais dans le système bouclé, ça va rester stable avec un certain temps, ça va obtenir les résultats qu'on souhaite. Donc il y a au moins une spécification dans le cas des réseaux contrôlés. Dans certains autres cas, on a quand même des spécifications. Par exemple, je pensais au système de gestion aérien. Il y a eu des solutions pour les drones sans contrôle humain, les drones autonomes qui ont consisté à compiler en gros des systèmes d'alerte aux pilotes dans l'avionique classique, à les compiler en des réseaux de neurones pour pouvoir être embarqués sur des systèmes avec moins de mémoire. Et là, on a de la chance parce que les réseaux de neurones qu'il faut vérifier, on a une spécification quand même disponible quelque part, puisqu'on a compilé par le réseau de neurones quelque chose qui a été inventé et codé de façon différente, et pour lequel on a des raisons de penser que certaines propriétés doivent être justes. Enfin, généralement, c'est un problème à part entière de prouver, de spécifier un réseau de neurones. Moins quand c'est dans un système cyberphysique que quand c'est dans un système de contrôle. Alors, pourquoi est-ce que, c'est utilisé aussi, c'est la question qu'on peut poser avant de revenir à la validation, pourquoi est-ce que de plus en plus on va apparaître système de réseau de neurones, même pour du contrôle? Tout simplement, c'est des liens déjà anciens techniquement et scientifiquement entre contrôle et réseau de neurones et apprentissage. L'apprentissage par renforcement, c'est extrêmement proche du contrôle optimal. C'est-à-dire que l'apprentissage par renforcement vous donne des récompenses, il y a une fonction de récompense, de reward, pour améliorer les poids, etc., du réseau de neurones pour coller un certain objectif. Et c'est la même chose que la fonction de coût en contrôle optimal, c'est le dual un petit peu. Vous voulez minimiser un coût en contrôle optimal, et c'est quelque part le dual de la récompense pour les réseaux de neurones. Et de fait, ça marche très bien en pratique, l'apprentissage par renforcement.
pour un nombre de situations, par exemple, les modèles sont peu connus ou sont trop complexes par des méthodes classiques, trouver des contrôleurs. Et puis, ils permettent d'approcher des problèmes de contrôle optimal de façon relativement économique et d'avoir des contrôleurs très agressifs. Dans un papier récent, on a montré que voilà, on avait un contrôleur d'attitude de ce quadricoptère que je vous ai montré précédemment, le PID le classique. Là, vous avez les ordres en orange, je crois en lacet ou en tangage, je ne sais plus. Et votre PID, il est très mou. En bleu, il va suivre la courbe de façon très molle. Il reste stable, enfin, il est très mou. Le contrôleur, avec à peine plus de coefficients, c'est un petit contrôleur, hein, 2 fois 16 neurones, colle quasiment parfaitement disons, aux consignes temporelles que vous donnez au contrôleur. Vous voyez qu'en plus, la chance qu'on a, c'est qu'au moins pour la partie contrôleur par réseau de neurones, les contrôleurs sont petits. On va voir qu'une des difficultés actuelles, c'est quand même le passage à l'échelle des méthodes formelles au réseau de neurones. On arrive à prouver des choses avec quelques dizaines de milliers de neurones, par exemple, mais des classificateurs à 1 million de neurones, ce n'est pas forcément encore évident. Mais au moins pour le contrôle, on arrive à faire des choses. Donc on a une spécification et puis on a des réseaux relativement petits encore. Et donc, en fait, je vais pouvoir vous dire assez vite quels sont les principes au moins d'origine. Après, il y a beaucoup de développement que je vous cache, bien sûr. Et finalement, c'est à peu près la même idée que sur les programmes, les systèmes dynamiques discrets et continus que je vous ai montré précédemment. Un réseau de neurones comme les percepteurs que je vous ai montré. Vous avez la couche d'entrée, les couches cachées ensuite et les couches de sortie, avec chacun des neurones qui sont ces petites boîtes. Eh ben, vous pouvez propager par les mêmes types de méthodes ensemblistes et par des théorèmes d'approximation fonctionnelle, des fonctions d'activation sur les neurones. Vous pouvez propager ces ensembles par des méthodes un peu similaires à celles que je vous ai montrées par approximation fonctionnelle. Partez, par exemple, pour la robustesse d'un petit carré d'un petit carré de valeurs de pixels autour de chaque pixel, et vous allez les propager comme ça, et vous allez avoir des formes plus ou moins compliquées à caractériser. Alors bien sûr, c'est comme pour les systèmes dynamiques que j'avais précédemment, on ne peut pas calculer exactement l'ensemble produit à partir d'un ensemble donné par un réseau de neurones, mais on peut calculer des sur- et des sous-approximations, sur-approximations convexes typiquement, mais éventuellement des choses plus raffinées, et des sous-approximations par les méthodes qu'on a développées dans mon équipe, en particulier récemment. Et donc ça permet de prouver des propriétés de robustesse et puis les propriétés dans le système de contrôle d'atteignabilité, comme j'ai fait précédemment. On a un prototype et il y a de nombreuses équipes qui travaillent, hein, le TH Zurich, Stanford, etc. Enfin, beaucoup d'équipes internationales, MIT aussi, avec des idées aussi de méthodes ensemblistes d'approximation fonctionnelle. Il y a des idées aussi venant de méthodes, disons, venant du modèle checking ou de la logique et des preuves formelles que je ne décris pas aujourd'hui, bien sûr, des idées venant du contrôle aussi des fonctions Lyapunov, des fonctions de barrières, etc. Il y a beaucoup d'influences de domaines très variés. Donc l'état actuel, en tout cas des recherches, fait que au moins pour des CPS avec une partie du contrôle, enfin des systèmes superphysiques avec au moins une partie du contrôle contrôlé par apprentissage, on arrive à prouver pas mal de choses parce que les contrôleurs sont encore relativement petits. Maintenant, un des challenges, bien sûr, c'est d'arriver à avoir des contrôleurs ou dans la boucle de contrôle, de pouvoir prouver aussi la partie perception, qui généralement est beaucoup plus grosse en termes de réseau neuraux. Donc, on a besoin de nouvelles idées, de nouveaux fondements, parce que contrairement aux méthodes qu'on a utilisées, qu'on a développées dans ces 40 ou 50 dernières années sur les programmes, où les programmes étaient faits pour être quand même un petit peu compréhensibles par l'être humain et éventuellement prouvables, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes compositionnelles, on décompose en fonctions, en modules, avec des propriétés un peu en tête quand le programmeur fait tout ça. Donc ça aide la vérification. On a beaucoup de systèmes propositionnels qui permettent comment dire, de cette mise à l'échelle de la preuve de programme. Dans le cadre de réseaux de neurones, on a un gros bloc, des millions de neurones. Ce n'est pas fait du tout de façon compositionnelle, il faut se débrouiller avec ça. Donc évidemment, ça change beaucoup la donne, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Je reviendrai dans ma conclusion dans une minute sur ce qu'on pourrait faire de façon plus idéale, mais récemment, par exemple, on a travaillé sur des nouvelles abstractions pour des réseaux particuliers basés sur des fonctions d'activation relues, donc c'est max, c'est une saturation zéro, et qui se fondent sur des idées fondamentales. Donc c'est là-dessus que je veux insister. Il y a beaucoup d'idées fondamentales à développer pour mieux comprendre ce qu'on calcule avec des réseaux de neurones. Donc ici, c'est de la géométrie tropicale. Il y a beaucoup de gens qui s'y connaissent beaucoup aussi au département de maths, par exemple, à l'école polytechnique là-dessus. Donc, il y a vraiment des choses fondamentales à faire pour pouvoir trouver des bonnes méthodes qui passent à l'échelle et qui prouvent ces propriétés de système. Alors, je vais conclure là-dessus. Bien sûr, j'ai vraiment touché que
La surface, je vous ai montré des choses concernant la perception au début, puis je vous en ai plus vraiment reparlé après. Ça reste compliqué. Il faut passer à des réseaux récurrents aussi, qui sont beaucoup plus compliqués que ces perceptions que je vous ai montrées. Il faut être capable de spécifier des choses. Les images naturelles ne sont pas forcément juste des pixels indépendants, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai caché un certain nombre d'applications qui sont importantes. C'est-à-dire que on peut prouver la robustesse des propriétés éventuellement assez simples à exprimer ou la stabilité, mais on veut aussi extraire des propriétés. On veut pouvoir expliquer les décisions d'un système d'IA. Donc ça, c'est de la synthèse de propriétés. On connaît bien ça en méthode formelle. Il faut trouver simplement le langage et l'abstraction correspondante, mais on a pas mal d'expérience là-dessus, donc c'est des applications immédiates. Je vous ai caché aussi le fait que les systèmes sont des systèmes distribués, donc vous avez des contrôleurs locaux et il y a beaucoup de communication. Donc, je vais juste citer le travail sur les systèmes différentiels avec retard, mais il y a beaucoup d'autres choses sur la partie tolérance aux pannes, sur la partie vraiment très informatique des systèmes distribués sur lesquels on travaille. Et puis, bien sûr, il y a des cas où les systèmes sont tellement compliqués que faire la vérification a priori, ça s'appelle offline, c'est-à-dire avant l'exécution, avant le déploiement du système, c'est trop compliqué. Donc, on fait aussi, ces méthodes, elles permettent aussi de faire de la vérification online, c'est-à-dire que vous embarquez le vérificateur, c'est une sorte de moniteur qui en permanence regarde les paramètres et puis qui prévoit dans l'avenir ce qui peut se passer si le contrôleur continue à faire ce qu'il fait. Et il va faire une sorte d'arrêt d'urgence, si vous voulez, ou faire aller à un état fail-safe, un état un peu sûr quand il en existe, pour que le système soit sécurisé et puis qu'on voit ce qu'on peut faire de là. Alors ça, évidemment, c'est des choses qu'on étudie à l'heure actuelle. C'est vraiment dans le domaine de la vérification. Maintenant, il y a beaucoup plus d'intéressantes à faire. Et c'est ce que je vous ai dit un petit peu quand je vous ai parlé de vérification de programme, le fait que les programmes, à l'origine, ça nous a beaucoup aidé dans la vérification, le fait que les gens qui font des programmes, c'est des êtres humains. Donc, ils ont dans l'idée d'essayer de prouver des choses. Ils ont dans l'idée d'essayer de faire les choses computationnellement, d'essayer de comprendre, de documenter éventuellement même. Dans un neurone, ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, ce qu'on cherche à faire de plus en plus, c'est, dans cette activité multidisciplinaire, de faire de l'apprentissage avec une vision de pouvoir vérifier, donc de faire de l'apprentissage avec des propriétés à vérifier, donc d'essayer de forcer les propriétés dès l'apprentissage, de forcer à des architectures de réseaux de neurones beaucoup plus creuses, et on sait très bien que des architectures éventuellement très denses, très grosses de réseaux de neurones ne sont pas nécessaires, qu'il n'y a qu'une petite portion généralement qui est utile, que les coefficients n'ont pas besoin d'être à des précisions incroyables. On peut faire même des réseaux ternaires, moins 1, 0 et 1, pour des systèmes embarqués. Donc tout ça, quand on a dans l'idée de faire de l'IA de confiance, on peut ne pas juste certifier quelque chose qu'on a fait de façon aveugle, on peut essayer d'entraîner les réseaux avec une vision de propriété à satisfaire. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Voilà, donc je vais m'arrêter là et je vais écouter vos questions. J'espère avoir été suffisamment clair. Merci. Et merci Eric, il y avait presque 192 personnes dans ta présentation. Alors, une première question, pour les drones, existe-t-il déjà des contrôles permettant la coordination d'engins autour d'une aire de chargement, par exemple, quand des drones autonomes pourront opérer de concert? Voilà. Alors, je comprends que c'est une question liée disons, à des essaims de drones, à une coordination de drones. Hein. C'est ça, si tu as compris la même chose, Oui. Joseph, c'est ça, hein, je pense. Alors, Oui, oui, il y a beaucoup de réflexions. Alors, je vais essayer de répondre peut-être un peu à côté, en essayant de répondre. C'est une question pas si simple. En fait, historiquement, la rencontre un petit peu entre disons, les mathématiciens du contrôle, les informaticiens, les systèmes embarqués. Bon, il y a des mathématiciens et des informaticiens des deux côtés, de toute façon, depuis fort longtemps. Bon, ça s'est fait un peu dans les années 70, 80, 90. Méthode formelle et ce que faisaient les gens du contrôle classiquement étaient reliés. Et donc, la sauce a pris entre algorithmique de contrôle, disons, classique, séquentiel, un seul contrôleur et méthode formelle, etc. Maintenant, à l'heure actuelle, on est en train de vivre un peu la même chose pour les essaims de drones. C'est-à-dire que la partie système distribué est culturellement encore plus loin des gens du contrôle et des gens du monde numérique, disons, que ne l'étaient à l'époque les gens des méthodes formelles et des systèmes embarqués des gens du contrôle. Donc, forcément, ça se fait dans une deuxième phase, et puis de toute façon, il faut bien passer par le monde séquentiel en premier. Donc, c'est vraiment un sujet très actuel. C'est ça que je veux dire, c'est que les systèmes distribués de contrôle, les essaims de drones, la coordination de drones, tout en garantissant ces propriétés formelles,
C'est un sujet très actuel. Donc, il y a des algorithmes oui, de formation de drones qui sont utilisés d'ailleurs pour des shows. Hein. Vous voyez les formations de drones dans des formes géométriques. Bon, ce n'est pas des applications critiques, ça se plante de temps en temps. Mais pour, par exemple, la surveillance de sites industriels, pour avoir des façons avec plusieurs drones comment dire, de balayer un espace donné de façon plus ou moins optimale et sûre, sans collision. Oui, il y a des algorithmes qui existent, qui sont prouvables bon, qui sont éventuellement atteignables par certaines des méthodes que je vous ai données là, en tout cas de leurs successeurs. Oui, tout à fait. Merci Eric. Alors, une autre question, quelles sont des applications intéressantes pour la robotique industrielle aujourd'hui? Ah oui, alors très, très bonne question. Alors bon, moi, j'ai eu plus tendance à aller vers les applications disons, drones, essais de drones, véhicules autonomes, avioniques, etc. La robotique industrielle, c'est très relié. Il y a un espace de configuration, il y a les mêmes problèmes d'atteignabilité. J'ai des collègues qui ont utilisé les mêmes méthodes. Hein. Typiquement, pour deux choses que je connais, il y en a sans doute beaucoup plus. Déjà, prouver que l'opérateur humain ne va pas être blessé par les manipulations, par exemple, d'un grand bras robotique, etc. Il y a des aires sûres, des aires pas sûres, selon ce qu'on veut faire, etc. Donc, vous imaginez bien le problème d'éteignabilité dont il s'agit. Vous avez des zones et vous voulez prouver qu'un bras manipulateur a je sais pas quoi, trois bras, selon un type d'ordre d'incertitude donnée, avec vos contrôleurs, il ne pourra pas faire certains mouvements qui peuvent blesser un opérateur. Donc, c'est vraiment d'atteignabilité, reach avoid typique. Après, moi, ce que j'ai vu aussi pas mal avec des méthodes similaires, c'est dans les entrepôts, par exemple, robotisés, vous avez des robots qui vont chercher des choses, qui suivent des lignes, typiquement, motion planning, suivi de lignes ou autre. Et vous avez encore du reach avoid. Donc, typiquement, c'est des applications assez similaires, moi que j'ai moins étudiées, mais enfin qui rentrent dans ce genre d'études, tout à fait, et tout à fait intéressantes. Merci Eric. Alors, une autre question. Quel est l'état de l'art en termes d'intelligence artificielle, voilà, expliquer la décision prise par un réseau de neurones, par exemple? Oula, alors c'est une question très vaste. Alors si je me tiens au système de contrôle, disons style véhicule autonome, bon, je dois dire l'état de l'art est en même temps très impressionnant et en même temps, comment dire, peut faire un peu peur. C'est-à-dire que c'est comme toujours, hein, c'est pas le glaive et le bouclier. Moi, je suis toujours du mauvais côté, je suis plutôt du côté du bouclier. C'est pas le meilleur d'une certaine façon. C'est pas le plus facile à vendre, disons. C'est-à-dire, là, il y a une puissance en ce moment des données, des méthodes et des réseaux de neurones produits qui est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on arrive finalement, même relativement vite, à faire des choses qui au moins ont l'air de marcher très bien, qui contrôlent des choses incroyables. Enfin, la conduite autonome, c'est un problème extrêmement dur. Hein, si vous y pensez, les nombreux capteurs, lidar, radar, vidéo, fusionner tout ça dans des situations absolument incroyables, avec des vitesses éventuellement pas négligeables, c'est vraiment un problème incroyable. Enfin, il faut imaginer la complexité du problème. Et ça, très franchement, les réseaux qui sont produits marchent essentiellement le plus souvent. Donc, on pourrait dire que l'état de l'art est excellent, mais en même temps, il est très mauvais d'un certain point de vue parce que, je ne suis pas sûr qu'on sache très bien expliquer pourquoi ça marche si bien. Donc, il y a des problèmes fondamentaux quand même qu'il faut quand même régler. Et puis surtout, vous avez vu, ça marche très bien, mais les cas d'erreur qui sont sans aucun doute moindres, même pour un conducteur par rapport à un conducteur humain, sont peu explicables. Vous voyez, il y a un petit bruit blanc qu'un être humain ne remarquerait pas ou des choses qui ne le gêneraient pas, qui vont gêner certains contrôleurs. Et ça, on a du mal à le caractériser. Donc en même temps, l'état de l'art, il est extrêmement prometteur, extrêmement impressionnant. Les démos sont bluffantes dans tous les domaines, hein, franchement. Mais la partie sûreté, la partie moins drôle que j'incarne, si vous voulez, moi je suis rabat-joie, elle est, voilà, elle n'est pas, elle est pas encore au point. Il nous manque en même temps des travaux fondamentaux et puis encore d'avoir suffisamment de méthodes praticables à grande échelle. Et je revis ce que j'ai vécu pour l'analyse de programme il y a 30 ans, à peu près. Voilà. Merci. Alors, une autre, est-ce qu'il y a des applications dans des systèmes moins continus, ateliers de production, supply chain opérant en réseau par exemple, qui ne se simulent pas par ODE? Oui, tout à fait. Oui, oui, j'aurais dû. Je voulais absolument caser une ODE, ça m'aurait navré de ne pas en avoir casé. Mais effectivement, oui, on traite aussi bien des systèmes discrets que des systèmes continus.
Oui, oui, c'est les mêmes types de méthodes. Les approximations fonctionnelles peuvent être du même type, en fait, même si vous n'avez pas voilà, d'évolution continue. Vous pouvez, si vous avez des systèmes discrets dont la récurrence est donnée par des fonctions suffisamment régulières, aussi donner des théorèmes d'approximation fonctionnelle du même type. Si ce n'est pas régulier, vous avez d'autres systèmes. Oui, les systèmes discrets, on les étudie beaucoup aussi, c'est très, très intéressant. Tout à fait. Ouais. Alors, une question très vaste. L'intelligence artificielle est-elle au final plus sûre qu'un opérateur humain aujourd'hui? Ah, oui. Alors, il faut couper l'enregistrement. C'est des problèmes légaux après, on va voir. Alors, oui, c'est vraiment, je crois que j'ai répondu partiellement et je me maintiendrai plus ou moins là dans ce que je disais avant. C'est-à-dire que peut-être que statistiquement, quoi que veuille dire l'échantillon, enfin, quoi que veuille dire la distribution qui décrit la réalité, parce que c'est une distribution qui est quand même mal connue, mais enfin, disons qu'un échantillonnage raisonnable des cas réels semble vouloir dire que pour pas mal de systèmes contrôlés par réseau de neurones, oui, statistiquement, on arrive à faire des trucs sans doute avec moins d'erreurs qu'un opérateur humain. Mais par exemple, même les véhicules autonomes, hein, évidemment, dès qu'il y a un accident, c'est dramatique parce qu'on ne sait pas vraiment l'expliquer, c'est dramatique parce que c'est l'impression d'impuissance qu'on a et ce n'est pas accepté encore dans les usages de tous les jours. Donc forcément, quand vous avez des morts, un truc incompréhensible, tout automatisé, c'est bien plus dramatique qu'un conducteur ivre. Hein, si vous voulez, tout le monde est habitué, c'est triste à dire, mais voilà, c'est accepté par la société. Il y a d'autres choses qui ne sont pas acceptables par la société, surtout quand on déploie de nouvelles technologies. Donc, le problème vraiment, c'est qu'on ne sait pas expliquer et que ces accidents, on aimerait dire que c'est parce qu'il faisait complètement noir, qu'il y avait du brouillard, qu'il y avait de l'huile. On se contenterait de ça, mais non, ça peut être, vous voyez, la vidéo que je vous ai montrée au début, plein jour, les bords de la route, c'était bien identifié, et l'autopilote, il dérive. Et c'est dramatique. Et ça, c'est des questions de robustesse très fines. Et ça, tant qu'on n'a pas résolu un peu ça, c'est gênant. Même si statistiquement, ça arrivera moins, ça, c'est inacceptable. Voilà. D'avoir un accident dans un cas simple, c'est inacceptable. Merci. Avez-vous des exemples de formalisation de la spécification de comportement dynamique attendue au niveau global pour un système contrôlé sans entrer dans la spécification locale? Ah oui, oui, alors c'est très difficile, évidemment. Bon, on n'a pas forcément de toute façon, on n'a jamais de spécification complète. C'est bien plus compliqué que le système lui-même, de toute façon. Non, ce qu'on fait d'habitude en contrôle classique, c'est au moins de s'assurer de certaines bonnes propriétés, c'est-à-dire typiquement stabilité à temps infini, c'est-à-dire stabilité ou convergence asymptotique globale, c'est-à-dire que quand on donne une consigne pour arriver à certains états, dans un ensemble d'états qu'on veut atteindre, eh bien, au bout d'un certain temps, on va y arriver. Voilà, c'est ça. Ça, c'est typiquement le genre de propriété qu'on étudie. C'est pour ça qu'on peut se permettre de propager des ensembles représentables relativement simplement et pas tous les ensembles possibles. Parce que si on voulait décrire toutes les propriétés fines d'un système, on serait vite embarrassé. Alors, donc, ce que je dis est quand même partiel, c'est-à-dire que on s'intéresse généralement aux propriétés globales implicites comme ça, stabilité ou atteignabilité de certains états, de bons états, de mauvais états, parce que celles-là, elles sont faciles à donner sur un système généralement. Après, on peut quand même étudier des spécifications beaucoup plus fines. Ça, on y arrive généralement quand le système global il est décrit modulairement, c'est-à-dire qu'on a vraiment une décomposition, contrairement à un gros réseau de neurones qui ferait de l'end-to-end learning, là, quand on arrive à dire, ben voilà, j'ai un algorithme, j'ai un module de contrôle d'un drone en parallèle avec un autre, etc. J'ai des architectures de passage de messages qui sont spécifiées séparément. J'ai à l'intérieur de mon drone qui est dupliqué n fois et qui communique avec les autres sur le système d'architecture distribuée. À l'intérieur de mon drone, j'ai des sous-modules, un pour le contrôle moteur, un pour le contrôle au niveau, motion planning, etc. Enfin, vous voyez, si vous avez des fonctions comme ça modulaires, là, vous pouvez commencer à donner des propriétés intéressantes de façon compositionnelle et rentrer un peu dans les détails sans être exhaustif, mais vous pourrez donner des propriétés de sûreté qui vous donnent une confiance raisonnable, en tout cas qui va vous dire que vous ne blesserez pas l'être humain, que vous êtes toujours dans l'enveloppe de vol, que vous êtes toujours commandable, etc. Voilà. C'est ça qu'on vise. Merci. Peut-on envisager d'approximer le fonctionnement d'un réseau de neurones par un automate ou un ensemble de règles avant de prouver les propriétés recherchées sur ces modèles? Ah oui, c'est une très bonne question aussi. Alors oui,
ça recouvre un petit peu ce que font certaines personnes aussi par méthode formelle, éventuellement, pour l'explicabilité, c'est-à-dire essayer de prendre un réseau et de, en gros, le compiler, de l'étudier, de le compiler à une sorte d'automate qui va vous dire quelle est la série de décisions qu'il va prendre, de classification selon certains états. Donc, oui, il y a des interprétations un peu causales, en tout cas, il y a tout un travail sur les choses un peu causales comme ça, qui peut être fait. Bon, je ne sais pas à quel point maintenant on arrive. Moi, je n'ai pas travaillé comme ça, mais oui, oui, il y a des choses tout à fait faisables. Synthétiser des propriétés de décision, ça peut se compiler sous forme d'automate avec des conditions sur les états qui sont en entrée. Tout à fait. Est-ce que l'European Union Aviation Safety Agency envisage de demander ces nouvelles méthodes de vérification? Ah ouais, c'est une très bonne question. Alors, bon, l'avionique a toujours été vraiment très, très pionnière, comme sur les commandes de vol électrique, sur la certification. Il y a une autorité de certification depuis longtemps, sur les méthodes formelles, sur la sûreté, bien sûr. Et donc, voilà, c'est toutes ces institutions, qu'elles soient françaises, européennes, internationales, américaines, ont beaucoup travaillé et travaillent beaucoup à inclure peu ou prou certaines méthodes formelles. Alors, c'est toujours délicat. Moi qui aime bien les méthodes formelles, évidemment, je pousse, mais je connais bien les limites de tout ça aussi. Puis, on ne peut pas demander, ça coûte cher à mettre en œuvre souvent. Voilà, il y a encore des choses qui ne sont pas faites. Donc, voilà, et on peut en faire pour certaines choses, pas pour d'autres. Donc, c'est toujours compliqué pour des autorités de certification, pour des autorités comme ça, d'imposer certains systèmes. Mais par exemple, dans l'avionique, bon, il y avait le DO 178B et puis C avec une annexe méthode formelle. Donc, il y a eu un certain nombre d'agences nationales et internationales qui ont demandé à voir, sans être comment dire, obligatoire, qui ont conseillé d'utiliser certains types de méthodes formelles. Et dans le cadre, moi, dans les contacts que j'ai pu avoir un temps au niveau de EASA, oui, pour tout ce qui concerne les drones aériens et dans l'espace de drones aériens qui va devoir coexister avec l'espace ATM, disons, des vols commerciaux, il y a des demandes de plus en plus formelles, il y a des demandes et il y a eu des réflexions, des rapports nombreux sur comment faire quand il y a des contrôleurs réseau de neurones dans l'espace aérien où ça peut se mélanger entre drones eVTOL, par exemple, ou drones de livraison, ou drones même pour s'amuser, si vous voulez, par rapport à l'espace aérien avec des vrais contrôleurs. Enfin, comment faire en sorte que ça? Oui, il y a beaucoup de travaux et ça avance. Il y a eu des prises de position assez intéressantes sur la vérification de réseaux de neurones, sur les tests. Mais évidemment, il faut tout un spectre. Moi qui aime beaucoup les méthodes formelles et les maths et tout ce que vous voulez, je sais bien que l'activité humaine ne peut pas tout se réduire à des équations. Donc, il y a besoin d'un spectre d'activités, de tests, de documentation de code, de qualité, voilà, et de modularité, jusqu'à des méthodes formelles quand elles s'appliquent. Ça ne peut pas s'appliquer à tout, mais il y a des moments où ça s'applique bien. Et ça, les réflexions sont je trouve, assez avancées, tout à fait. Merci. Compte tenu des éléments de ta présentation, pourrais-tu nous recommander les différentes causes possibles expliquant les accidents Tesla? Alors, je vais parler à mon avocat aussi. Oui, attention. Alors, déjà j'ai pris Tesla. J'aime bien Tesla, j'aime bien beaucoup de gens. C'est évidemment ceux où c'est le plus documenté, en particulier dans la littérature académique, pour des raisons diverses et relativement évidentes. Alors, on ne sait généralement pas. Ça, c'est un peu dommage parce que voilà, il n'y a pas d'autorité. Dans l'avionique, c'est vrai que il y a des autorités de certification, et puis il y a des bureaux en cas d'accident, etc. Il y a des choses voilà, officielles, on fait vraiment les choses. Bon, là, pour le moment, on ne sait pas trop dans le monde, disons, véhicules autonomes, électriques. C'est pas encore, à ma connaissance, fait comme ça. Donc, on est obligé un peu de voir ce que disent les constructeurs et on ne saura jamais vraiment. Bon, il y a des cas où on se doute un peu de ce qui s'est passé, mais je ne suis pas sûr qu'on sache entièrement ce qui s'est passé à chaque fois. Donc, ce qu'on imagine, alors dans le cas du crash en Chine, à l'époque, en tout cas de vidéo, on ne savait pas, Tesla ne savait pas ce qui s'était passé. Je veux bien les croire parce qu'apparemment, on ne pouvait pas récupérer grand-chose des données. Bon. Par contre, certains exemples, dont celui à gauche, je crois, il y a eu clairement un problème d'autopilote, il y a des problèmes qui se règlent. Alors, typiquement, sans que je sois sûr du tout que ce soit le cas ici, mais typiquement, ce qui peut se passer dans la vidéo de gauche, c'est que vous avez à fusionner des données entre la vidéo, les lidars, donc vous savez, les lasers qui prennent une sorte de télémètre laser comme ça dans différents angles, qui prennent les distances
des obstacles, bon, éventuellement des radars de proximité, etc. Et vous avez quelque part un poids à donner à tout ce qui est vu par ces capteurs. Donc, si vous avez un poids, la vidéo, ça va donner des choses éventuellement assez, des visions d'obstacles assez brutales, parfois des erreurs assez brutales, des raies de lumière, des choses comme ça. Si vous donnez trop de poids aux vidéos, vous pouvez avoir trop d'arrêts d'urgence quelque part de votre système de sécurité. Et donc, il y a eu des cas assez connus de mauvais réglages de ce type de fusion de données où la voiture s'arrêtait parce que la vidéo prenait dessus, puis à un croisement, vous avez tellement de choses qui se passent que de toute façon, la voiture, elle avance jamais. Donc, vous avez à régler un peu de ça, puis à un moment donné, vous n'avez pas assez de sûreté parce que vous avez, voilà, vous avez des choses un peu trop, une vision un peu trop simpliste de la scène. Alors évidemment, vous avancez beaucoup plus vite, vous vous arrêtez moins souvent, mais peut-être que vous allez avoir un crash. Ce qu'on peut imaginer aussi dans le cas de l'image à gauche, là, quand il rate la courbe, c'est peut-être un problème de robustesse dans la vision, vraiment vidéo. C'est-à-dire que je vous ai montré des cas très classiques, hein, petite perturbation à peine visible ou pas visible à l'œil humain. Ça peut faire que le classificateur ne voit plus du tout qui y a un bord à droite et puis disent à la voiture de continuer. Donc, je ne suis pas sûr. Il y a certains papiers où vous avez des cas réels qui sont étudiés. Ce que je vais vous montrer là, je ne saurais pas vous dire exactement ce qui s'est passé, que des hypothèses comme ça. Merci. Alors, une question qui est à la fois courte, mais qui, je pense, pourrait appeler à une autre masterclass, Eric. Comment les aspects éthiques sont-ils pris en compte? Les aspects quoi, pardon? Les aspects éthiques. Ah oui, oui, ah oui, là, il faudrait une autre, effectivement, c'est un domaine à part entière. Alors, pour le moment, moi, dans mon domaine, pas de façon explicite. Alors, on va répondre comme l'informaticien des méthodes formelles typiques. Ben, tout ce qui peut s'exprimer de façon logique peut être vérifié. Alors, évidemment, l'éthique, je ne suis pas sûr que l'éthique se formalise de façon très, très formelle en logique du premier ordre, voire d'ordre supérieur. Mais enfin, au moins, vous pouvez poser la question ou essayer de synthétiser à partir d'un réseau de neurones certaines propriétés logiques, parfois. Du style, ben voilà, qu'est-ce que vous avez classifié, quelle est la décision que vous allez prendre dans tel type de scène? Ben, ça, c'est pas possible. Donc, vous pourrez peut-être en déduire quelque chose sur l'éthique ou pas de votre réseau. Euh, bon, donc ça, c'est d'un point de vue méthode formelle, je ne suis pas sûr que ce soit très, très traité. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, je peux dire qu'on est tellement déjà avant l'éthique, il y a beaucoup de problèmes, mais je veux dire, pour nous, ce n'est pas le premier problème. Le premier problème, enfin, c'est la sûreté vraiment de base. Même si on n'a aucun problème d'éthique, comment est-ce qu'on assure la base du système, quoi. Donc l'éthique, ça viendra un peu dans un deuxième cadre dans toutes les méthodes formelles, à mon avis. Et là encore, ça pose de nouveaux problèmes, la spécification de tout ça, et comment est-ce qu'on peut faire pour… Voilà. Et je pense que, de fait, d'un point de vue purement logique, tout ce qu'on peut espérer, c'est que on explicite les règles qu'on juge éthiques, que les gens jugent éthiques, vous voyez, et Oui. qu'on essaie de forcer l'entraînement et qu'on regarde à la vérification ces règles un peu formalisées. Mais voilà, je ne pense pas qu'on pourra faire autre chose. Il faut que l'opérateur humain soit le juge, si vous voulez, soit décisionnaire un peu de ce qu'on va considérer comme éthiquement possible et raisonnable. Donc, il faut former bien. Merci. Ouais. Y a-t-il des applications, études dans la chimie ou la biologie sur la sûreté d'un vaccin, par exemple? Oula. Oui. C'est une question très vaste. Oui, c'est très, très bonne question aussi. C'est que, bien sûr, il y a l'apparition de toutes les méthodes d'IA dans tous les domaines, dont la pharmacologie, par exemple. Bon, évidemment, c'est moins mon domaine. Enfin, en bioinformatique, j'ai plein de collègues qui font des choses très intéressantes là-dessus, donc je vois un petit peu. Oui, en tout cas, dans la modélisation de systèmes physiques, biologiques, chimiques, etc., c'est très intéressant, les méthodes d'intelligence artificielle, parce qu'on peut espérer arriver à modéliser des choses que à la main, par des lois physiques comme ça, explicites, on aura bien du mal à modéliser. Donc, on peut espérer modéliser beaucoup plus de choses, modéliser l'interaction entre des systèmes biologiques complexes. Donc oui, à ma connaissance, il y a des gens qui étudient ça et je sais que il y a des interactions entre méthodes formelles et médicales et biologie, aussi au niveau du système, des systèmes biologiques. C'est-à-dire, il y a une bioinformatique historique qui est celle du décodage du génome humain. Donc, c'est vraiment l'informatique des mots, reconnaître des séquences ATGC, etc. Ça, c'était fondateur dans l'interaction entre biologie et informatique. Et depuis déjà pas mal d'années, la bioinformatique s'est intéressée à beaucoup plus de choses, c'est-à-dire s'intéresser
la modélisation des cellules, des sous, comment dire, des sous-machins dans la cellule, des organes éventuellement, enfin en tout cas d'organismes multicellulaires, des signaux intracellulaires, des signaux extracellulaires. Et il y a un côté très intriguant parce que la cellule et les signaux, il y a une modélisation informatique classique qui ne s'applique pas trop mal parce que c'est aussi des signaux, c'est des mots, c'est des choses très informatiques finalement. Donc ça n'a pas rebuté l'informaticien du tout de se pencher là-dessus. Donc évidemment, cette modélisation de la biologie des systèmes et l'informatique et les méthodes formelles ont un historique déjà relativement ancien. C'est de prouver des choses sur les systèmes biologiques au niveau intra et multicellulaire. Et l'IA apporte encore beaucoup plus de choses là-dessus, sur modéliser les interactions, modéliser les systèmes eux-mêmes. Et je crois qu'il y a beaucoup beaucoup d'espoir sur ce qu'on peut faire sur la médecine dépendant de la personne et pas la médecine par méthode double aveugle, si vous voulez, les méthodes classiques qui ne dépendent pas vraiment du type de personne sur laquelle ça s'applique. Vraiment modéliser les systèmes eux-mêmes, l'interaction médicamenteuse, l'interaction entre les médicaments, l'interaction avec des organismes mieux spécifiés, etc. Merci Eric. Il reste encore 3 petites questions et je pense qu'après, Oui, ça sera parfait. Est-ce que les techniques visant à garantir la sûreté pour les systèmes dynamiques, exemple véhicules autonomes, sont analogues à celles pour les modèles prédictifs? Exemple, système de classification d'images. Alors, oui, non. Alors, dans l'exposé, évidemment, j'étais assez court là-dessus. On peut prétendre qu'on peut faire des choses sur des systèmes de perception pris en isolation, des systèmes de classification d'images, typiquement, avec des méthodes ensemblistes. C'est vrai qu'on peut faire quelques petites choses pour le moment. Robustesse à perturbation, essentiellement, qui est un gros problème, il est vrai. Mais ça reste très, très léger. On a plus progressé sur les systèmes de contrôle eux-mêmes que les systèmes de perception. On peut appliquer les mêmes méthodes. Mais je crois qu'il nous manque encore pas mal de choses pour vraiment la classification typiquement d'images. Comme je disais précédemment, c'est en gros, disons mathématiquement, si je donne une image un peu simple, les images, c'est des systèmes à dimension très élevée, puisqu'on peut dire qu'il y a une dimension par pixel, disons, et éventuellement temporelle. Mais les images naturelles, c'est pas n'importe quoi. C'est pas juste tout l'espace de dimension, le nombre de pixels. Il y a des choses un peu, voilà, une image naturelle, c'est pas une image aléatoire du tout. C'est pas du bruit blanc. Donc savoir vraiment classifier des vraies images, et raisonner là-dessus, c'est quand même un peu plus compliqué que d'imaginer, voilà, juste un problème en haute dimension dans un espace euclidien de haute dimension. Donc il y a beaucoup de travaux fondamentaux qui manquent à mon avis là-dessus. Il y a une deuxième partie à cette question. Est-ce qu'Eric peut nous donner une intuition de ce qui est possible actuellement pour rendre robustes les systèmes de classification d'images? Oula, oui. Alors, moi, ce que je connais un petit peu là-dessus, hein, je ne suis pas un expert du tout de la classification d'images, mais donc, il y a ce que j'ai dit un petit peu en conclusion, il y a des essais de robustification aux perturbations en essayant, en gros, d'entraîner en gros sur des ensembles. Il y a des méthodes robustes d'entraînement qui n'entraînent pas seulement sur des images uniques, enfin un ensemble d'images uniques, mais qui essaient de lisser les choses un petit peu dans le voisinage d'images en entraînant en gros sur des ensembles d'images. Donc il y a des adaptations des théorèmes de chaînes de Markov, par exemple, sur les chaînes de Markov robustes ou des mélanges avec les théories ensemblistes. Après, donc ça, c'est un peu les méthodes qui ressemblent le plus à celles que j'ai. Après, il y a des types de méthodes, il y a des méthodes statistiques que je ne connais pas du tout. Là, pour le coup, là, je ne suis pas du tout expert. Je sais qu'il y a beaucoup de travaux là-dessus, oui, mais c'est un problème fondamental. Hein. C'est lié au problème que je disais avant. On manque encore un peu de méthodes fondamentales sur ces aspects images, vidéo. Merci. Comment cette technologie qui a des comportements entre guillemets imprévisibles peut et va impacter les passations de contrats, notamment les marchés publics, où on demande aux constructeurs de s'engager sur les performances et résultats de son système? Oui, alors oui, tout le problème est là. Alors, donc là, je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Vous voyez, quand vous faites du logiciel, tout le monde est habitué finalement à avoir un contrat que personne ne lit d'ailleurs, qui dit en gros que tous les torts du logiciel, c'est pour vous et c'est pas pour l'éditeur du logiciel. Bon, dans les systèmes embarqués, évidemment, c'est déjà différent.
Et en fait, pour moi, c'est une opinion uniquement personnelle, je ne peux pas me prévaloir d'une expertise profonde sur les aspects légaux, mais pour moi, ce qui a un peu changé la donne, c'est les autorités de certification, c'est-à-dire dans l'avionique, le contrôle, le fly-by-wire, le contrôle électronique, logiciel, disons que il y a quand même la puissance publique qui joue son rôle, il y a le constructeur qui joue son rôle, et il y a un dialogue permanent entre les deux, et il y a des responsabilités, on va dire, partagées. Voilà, il y a quand même un écosystème dans le monde avionique qui tient le choc d'une certaine façon. D'accord, il y a aussi il y a les assureurs, il y a les constructeurs, il y a comment dire, il y a les transporteurs, enfin ceux qui exploitent les avions, il y a les autorités de certification, il y a les bureaux d'enquête accident, etc. Tout ça, c'est un système qui, au fil du temps, finalement, marche peu ou prou, et contractuellement, je ne me dis pas un expert de la chose, hein, mais il y a quelque chose qui fonctionne. Pour l'automobile, il n'y a pas d'autorité de certification, il n'y a pas d'habitude spécialement. Voilà. Enfin, chaque nation fait des choses différentes. On est très loin, et c'est un peu ça le problème. Mais je me dis que sans doute, un modèle du style de ce qui a été mis en place dans l'avionique devrait pouvoir se mettre en place. On ne peut pas juste imaginer que l'assurance va prendre en charge. L'assurance, jamais aucune assurance ne voudrait ça. Elle n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe. Il n'y a pas les outils, etc. Le constructeur non plus. Il risque de perdre absolument tous ses gains, voire tout son outil de production au moindre accident. Donc, il faut forcément qu'il y ait, enfin, je suis évidemment très français et très, très service public dans l'âme, mais qu'il y ait quand même une organisation de la force publique. C'est régalien, c'est la sûreté, c'est l'accessibilité sociale. Donc, voilà. Merci. Ben, écoute, Eric, une dernière question. Peut-on ici parler de méthodes d'IA symbolique appliquées à la vérification de systèmes d'IA statistiques? Oui, 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 alors c'est vrai, la logique, c'est une forme d'IA symbolique, et j'aurais dû dire aussi qu'il y a des gens qui utilisent aussi des méthodes d'apprentissage statistique pour apprendre, par exemple, des fonctions de Lyapunov, ou apprendre des démonstrations, ou apprendre à valider des programmes. Donc, il y a aussi, moi, je vous explique un petit peu les bases un peu de ce qu'on peut faire pour prouver des systèmes, des réseaux de neurones, donc des algorithmes faits par apprentissage. Mais à contrario, on peut aussi prouver des systèmes quelconques par des méthodes d'apprentissage, des méthodes qui vont essayer de secouer le système, d'apprendre ce que fait le système, d'apprendre les invariants ou les propriétés du système, et voilà, au bout du bout, d'essayer de prouver le système de cette façon. Donc, vous voyez, ça va dans les deux sens. On peut mêler des idées d'apprentissage pour prouver des systèmes, ou utiliser de l'IA symbolique pour prouver des systèmes faits par apprentissage statistique. Il y a tous les mouvements à l'heure actuelle.